chemins de la connaissance. Cette semaine, écrire la poésie. Aujourd'hui, un devoir à chercher avec Jean-Michel Maupoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes poète. Qu'en est-il aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, de l'ambition littéraire, de cette forme de radicalisation de la littérature, comme dirait Christian Prigent, qui porte le nom de poésie? Nous allons tenter, tout au long de la semaine, d'apporter une réponse à cette question avec vous, Jean-Michel Maupoy, mais aussi en compagnie d'auteurs qui appartiennent à des courants différents du vôtre. Chaque époque produit son art poétique, son programme ou son manifeste. C'est donc à des poètes que nous demanderons quel devoir incombe aujourd'hui à celui qui écrit de la poésie, car il semble loin le temps où celui qui entonnait le dithyrambe incarnait le lien entre les hommes et les dieux. Jean-Michel Maupoy. Oui, c'est la vieille image du poète inspiré, telle que le définissaient les anciens, la chaîne qui voulait que les dieux inspirent les muses, qui inspiraient les poètes, qui à leur tour inspiraient leurs lecteurs. Éluard dit d'ailleurs quelque part encore que le poète est celui qui inspire beaucoup plus que celui qui est inspiré. Alors cette très ancienne image, elle continue de valoir quelque chose dans la mesure où elle nous renseigne sur les affaires de liens qui sont en jeu et de rapports qui sont en jeu dans l'écriture poétique, rapport entre le sujet et son langage, le sujet et le monde, le sujet et les autres, le fait que le poème est souvent un texte adressé, mais il est bien certain par ailleurs que nous ne pouvons pas aujourd'hui penser la poésie selon les vieux schémas de l'Antiquité. Et de l'inspiration divine. Et de l'inspiration divine, voilà. Tout à fait. Alors, l'inspiration existe tout de même, Jean-Michel Maupoy. Elle n'apporte plus, d'apparence visible ou symbolique, mais comme les muses... Elle se passe de figure, elle n'a effectivement pas besoin de cette espèce de relais qui était naguère au début du poème, quand Homère commence son chant ou quand Pindare attaque l'une de ses Olympiques, il commence par s'adresser à la muse pour lui demander de lui donner la parole, en quelque sorte, de lui faire don du rythme, de l'inspirer tout simplement. Alors le poème, la poésie n'a plus du tout besoin de ces relais symboliques, de ces figures qui étaient les muses. Par contre, l'histoire de l'inspiration, l'affaire de l'inspiration, ou peut-être de l'aspiration, reste quelque chose de très, très important. Valérie disait encore, le premier vers est donné. Nous savons que la poésie répond à des intimations, des excitations, que tout à coup le langage avec lequel nous vivons quotidiennement se met à vibrer d'une autre manière. Les mots viennent plus facilement. Pourquoi ? On ne saurait pas très bien le dire. Mais l'idée d'inspiration, si désuète puisse-t-elle paraître, a une valeur. On s'est rapproché en quelque sorte de l'horizon humain dans cette conception contemporaine de l'inspiration. Oui, à la fois de l'horizon humain, bien sûr, c'est ça. Il n'y a plus besoin des dieux et de toute une instrumentation, non plus d'esprit ou de je ne sais quelle force irrationnelle qui viendrait présider à l'écriture. Mais en même temps, on a creusé dans l'humain l'idée d'altérité. Je dirais que cette espèce d'inconnu qui autrefois était symbolisé par le dieu ou par la muse, voilà que maintenant il se situe à l'intérieur même de l'être, de la personne, du sujet, et que finalement c'est c'est au-dedans que sont les dieux, si l'on peut dire, et qu'il y a quand même dans le phénomène de l'inspiration une forme d'altération, comme on dirait, être altéré dans les deux possibilités. Au sens musical, presque. Au sens musical, au sens d'une soif et au sens d'une dépossession quand même, de quelque chose qui nous échappe. Aussi. Et il faut faire l'expérience de quelque chose qui nous échappe ou qui nous dépasse pour entrer dans ce phénomène-là de l'inspiration. Jean-Michel Maupoy, je vous propose d'entendre justement ces conceptions classiques liées à l'inspiration. C'est un extrait du dialogue de Platon intitulé « Ion ». La muse, à elle seule, transforme les hommes en inspirés du Dieu. Et quand, par l'intermédiaire de ces êtres inspirés, d'autres hommes reçoivent l'inspiration du Dieu, eux aussi se suspendent à la chaîne. En effet, tous les poètes, auteurs de vers épiques, je parle des bons poètes, ne sont pas tels par l'effet d'un art, mais c'est inspiré par le Dieu et possédé par lui qu'ils profèrent tous ces beaux poèmes. La même chose se produit aussi chez les poètes lyriques.
chez ceux qui sont bons. Comme les corybantes qui se mettent à danser dès qu'ils ne sont plus en possession de leur raison, ainsi font les poètes lyriques. C'est quand ils n'ont plus leur raison qu'ils se mettent à composer ces beaux poèmes lyriques. Davantage dès qu'ils ont mis le pied dans l'harmonie et dans le rythme, aussitôt ils sont pris de transports bachiques et se trouvent possédés. Tout comme les bacchantes qui vont puiser au fleuve du miel et du lait quand elles sont possédées du Dieu, mais non plus quand elles ont recouvré de leur raison. Car les poètes nous disent à nous, tout le monde sait cela, que puisant à des sources de miel alors qu'ils butinent sur certains jardins et vallons des muses, ils nous en rapportent leurs poèmes lyriques, et comme des abeilles, voilà que eux aussi se mettent à voltiger. Là ils disent la vérité, car c'est chose légère que le poète, ailé, sacré. Il n'est pas en état de composer avant de se sentir inspiré par le Dieu, d'avoir perdu la raison et d'être dépossédé de l'intelligence qui est en lui. Mais aussi longtemps qu'il garde cette possession-là, il n'y a pas un homme qui soit capable de composer une poésie ou de chanter des oracles. Voilà, c'était donc un extrait de Lion, le dialogue de Platon. Et évidemment, la question qui s'impose, c'est aujourd'hui, dans ce que Mallarmé lui-même appelait le tunnel de l'époque, qu'est-ce qu'on peut butiner, Jean-Michel Maupoy? Butiner, oui, on peut toujours butiner. Il y a toujours à aller voir ailleurs si l'on s'y trouve, à aller par-ci, par-là, dehors, entrer, sortir. Si le verbe butiner dit quelque chose, comme le mouvement de l'abeille qui sort de la ruche et qui va parmi les fleurs. Après tout, ces fleurs, elles peuvent être de toutes espèces. Mais je me souviens du mot de Valéry qui dit quelque part, c'est dans Eupalinos, je crois, tout homme est fait d'une maison et d'une abeille. Et je crois beaucoup à ce mouvement de la poésie qui est partagé entre le dehors et le dedans, qui suppose des circulations nombreuses vers le dehors, qu'il soit lointain ou proche, et une espèce de retour dans la chambre, ce travail au noir que Baudelaire a si bien décrit dans le petit poème en prose à 1h du matin, où, fermant à double tour la porte de sa chambre, il s'enlève en quelque sorte à la réalité par l'écriture. Alors, l'époque, c'est le drame de l'époque, ou la difficulté de l'époque, ou la stérilité dans l'époque, peut-être commence-t-elle précisément avec lui, et que le poète ne puisse plus être assimilé à une abeille. Lui, Baudelaire, oui. Voilà, et cette solitude à 1h du matin dans la chambre, ce désarroi du contemporain, cette circulation solitaire dans la multitude qui est aussi celle du peintre de la vie moderne. Évidemment, nous sommes aujourd'hui encore, je dirais, dans les suites de ce temps qu'a inauguré Baudelaire et qu'a aggravé Rimbaud et qu'a aggravé Mallarmé encore par la suite. Alors oui, juste un petit retour en arrière. C'est vrai que immédiatement avant cette période, on a celle que Paul Bénichou, l'indépassable interprète de la philosophie poétique du romantisme français, appelait le sacre de l'écrivain. Et il est vrai que lorsque vous évoquez Baudelaire, mais si on prend un tout petit peu de recul, un peu plus de recul, on peut évoquer la génération de Victor Hugo, celle qui donc correspond à ce sacre de l'écrivain. Et là, ce n'est plus évidemment le lien entre les hommes et les dieux qu'on cherche à manifester, mais celui entre les hommes et l'idéal esthétique, l'idéal poétique. Oui, c'est le temps de la puissance du poète. L'image baudelairienne que je rappelais tout à l'heure, et sa suite, mallarmienne, verlainienne ou rimbaldienne, etc., c'est une image de poète maudit, alors que dans le temps romantique, nous avons une figure de poète messianique, inspirée, prophétisante, qui, sans être encore investie de son pouvoir par les dieux, joue un rôle dans l'histoire et brandit bien haut, finalement, la poésie comme le flambeau, l'espérance, l'étoile espérance, la poésie comme étoile. C'est un des plus beaux poèmes des châtiments, qui s'intitule Stella, et qui d'ailleurs arrive vers la fin du livre, au moment où revient la lumière, qui annonce les temps nouveaux. Alors le poète
s'inscrit à ce moment dans cette dynamique. C'est le moment finalement où le sujet héroïque, le sujet que nous connaissons aussi à travers les romans de Stendhal ou de Balzac, ce sujet romantique, en quelque sorte, est en mouvement dans l'histoire, investi d'un devoir, d'une charge, qu'il soit lancé dans une chasse au bonheur ou qu'il soit porteur d'une cause, c'est un héros. Et le poète travaille dans le même sens, en quelque sorte. Il évolue dans cet héroïsme, lui aussi. Cette ambition presque politique de la poésie, on la retrouve évidemment dans tous les moments de crispation historique où le poète s'engage pour une cause. Oui, avec des illustrations différentes, si l'on veut, mais on peut se souvenir d'Aragon, par exemple, on peut se souvenir plus largement encore de toute la poésie de la Résistance, qui a été fustigée par Benjamin Péret, qui avait écrit un petit pamphlet qui s'intitulait Le déshonneur des poètes. Bon, c'est une question sensible que celle de l'engagement dans l'écriture poétique, mais on sait que cet engagement donne lieu, parfois a donné lieu, en tout cas, à des grandes œuvres, des grandes voix, à des textes qui n'ont pas manqué ni de puissance ni d'efficacité. Alors vous évoquiez, Jean-Michel Maupoint, plutôt justement la période du désenchantement avec des gens comme Baudelaire ou Rimbaud, ou Nerval également. C'est l'époque où, comme disait Mallarmé, il faut en rabattre. Oui, ce mouvement d'en rabattre, c'est un mouvement tout à fait typique, significatif, exemplaire de ce que j'appellerais la modernité poétique. C'est aussi bien le mouvement icarien d'envol romantique vers l'idéalité qui se voit violemment rabattu vers le sol. Oui, et plus dure est la chute tout à fait. Par rapport à la position antérieure du poète. Évidemment. Voilà, et on songe au mot de Rimbaud dans l'adieu final d'une saison en enfer, disant « Je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre ». Donc c'est le poète rendu au sol, rendu au réel en quelque sorte, et ne pouvant plus se fixer comme tâche principale en quelque sorte d'indiquer l'avenir, de faire flamboyer l'avenir, comme le disait Victor Hugo, et de s'élancer vers l'idéal. Face à tous les effondrements d'épreuves, le poète lance des salves d'avenir. Alors malgré tout, ça c'est encore un rebond supplémentaire, je dirais, de cette histoire ou de ces péripéties des rapports entre le poète et l'idéal. Mais il y a eu le temps de l'idéal, en quelque sorte, le temps de l'espoir qui était le temps romantique. Il y a ensuite ce désenchantement et ce désastre qui sont ceux de la modernité où le poète ne peut qu'en rabattre. Et cette conscience de devoir en rabattre, elle est répétée sur tous les tons. Oui. Et, elle devient un motif récurrent de la poésie moderne. Voilà. Et en même temps, il y a, pour en venir à Char que vous citiez à l'instant, eh bien, il y a aussi, me semble-t-il, et là c'est déjà une prise de position, ce besoin pour le poète, face à l'effondrement d'épreuves, de répondre par une salve d'avenir, c'est-à-dire de proposer encore des raisons d'être, de l'espérance et une forme de positivité ou d'orientation. Michaud le disait, que vous citez dans votre ouvrage Adieux au poème, je précise qu'il s'agit évidemment d'un pluriel. Vous le citez, le poète doit donner confiance, donner courage. Oui, il dit ça en première personne. Je dois donner confiance, donner courage. Et si je cite ce propos, c'est qu'il est tout à fait exemplaire dans la mesure où il vient dans la bouche d'un de nos poètes les plus féru de négativité, si l'on peut dire. Il n'y a pas d'univers où la violence, où il y a peu d'univers, en tout cas où la violence est autant de place que dans l'univers de Michaud, où la mise en cause des béquilles, des artifices, des idéaux, des baudruches intenables ne soit aussi violente que chez Michaud. Donc on ne peut pas le soupçonner, quand il prononce une phrase comme celle-là, de se livrer, de céder à une quelconque forme d'angélisme ou de propos moralisateurs. Il y a au contraire chez Michaud la volonté toujours de scruter le dedans, de parcourir, d'approcher le problème d'être. Et je suis particulièrement touché par cette formule « sous sa plume ».
je dois donner confiance, donner courage. C'est un des devoirs peut-être à chercher, Jean-Michel Maupoy. Alors, cette question du devoir à chercher, c'est évidemment la formule de Rimbaud, là, que je citais tout à l'heure. Je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Ça suppose tout d'abord que rien n'est donné en matière de devoir, rien n'est reçu, légué ou imposé, et que c'est au poète de trouver le sens de son travail, de le déterminer seul, et peut-être même de faire de la poésie le lieu où se cherche un devoir faire, un devoir être, un certain rapport au langage, aux autres, au monde. Cette poésie qui s'inquiète de sa raison d'être, qui est suspendue perplexement à l'intérieur d'elle-même et qui n'est pas du tout du même coup le lieu simplement de la prouesse, du jeu, de l'enjolivement ou de la parole sentimentale, mais qui est investi d'un devoir au moins vis-à-vis du langage. Je pense à ce mot de Quignard, un écrivain est un homme qui se penche sur le langage, je cite approximativement, avec une attention ou un soin particulier. D'abord celui-là, pour commencer. Alors vous parliez, Jean-Michel Maupoy, de Aragon. Il y a un autre problème, un autre symptôme de cette crise de vers dont nous parlons. C'est évidemment le symptôme de la forme poétique elle-même qui a été constamment remise en cause par, en gros, tous les poètes de la modernité. Voici des propos d'Aragon de 1959 qui nous parlent de cette question. Il y a une chose, c'est que en vers, les mots n'ont probablement pas le même poids. Le passage de la prose au vers, c'est le moment où les mots, qui sont les mêmes, ont un autre poids dans la bouche, sur la langue. Mais en fait, en tout cas pour ce qui est de la mienne de poésie, je n'engage personne par ce que je dis, il n'y a pas une différence fondamentale sur ce qui est dit entre ma prose et mes vers. Je crois que je pourrais, même des poèmes qui ont paru les plus loin de la réalité, assez bien montrer quelle était leur réalité. Vous savez qu'il y a un poème de moi qui a fait fort scandale en son temps, et pour lequel, parce qu'on avait mis ça dans les anthologies, j'ai eu beaucoup à répondre, parce qu'on voyait ça dans les écoles, et dans les écoles, les gens se demandaient ce que ça signifiait. C'est un poème qui est fait par la répétition du mot persienne. C'est un poème qui s'appelle Persienne et dans lequel il n'y a pas d'autre mot que le mot persienne répété. Persienne, 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 avec des différences d'accentuation. En réalité, ce n'est pas du tout un jeu relevant essentiellement, comme cela a apparu en son temps, de l'esthétique dada. C'était pour moi le développement d'une manie très répandue chez les enfants et que j'ai eue et que j'ai retrouvée avec stupéfaction en lisant un livre qui m'a beaucoup impressionné, qui est le roman de Dickens, Dombey et fils. Et le petit Dombey, sur une plage du sud de l'Angleterre, quand il reste seul, répète ainsi un mot jusqu'à ce que ce mot perde toute espèce de sens. C'est cela que j'avais essayé de reproduire par la répétition du mot persienne, qui en plus, comme je ne m'en suis aperçu que très longtemps après, était probablement lié dans mon esprit à un mot qui lui ressemble et qui est le mot personne. Voilà, Jean-Michel Maupoy, c'était donc Aragon, et on peut en convenir, persienne et persienne, ça rime. Par contre, avec personne, c'est un peu moins riche. Oui, mais ça, c'est une question de boutique, hein, c'est le travail, la cuisine du poète. Et ça fait apparaître en tout cas une chose qui me semble importante, c'est que il y a quelque chose en tout cas comme une prouesse qui est attendu du poète. C'est quelqu'un qui a des compétences à l'endroit de la langue. Et même si la poésie contemporaine, une certaine poésie contemporaine, en tout cas depuis l'après-guerre, s'est faite discrète, humble, extrêmement soupçonneuse à l'endroit des prestiges du verbe et des excès de beauté ou de pathos, comme on voudra, il n'en reste pas moins que écrire poétiquement, que ce soit en prose ou en vers, c'est toujours faire valoir le langage, le mettre
faire apparaître un certain lustre. Et je continue d'adhérer à cette idée très ancienne, puisque c'était déjà présente chez les Grecs, Pindare par exemple, que la poésie suppose une forme de prouesse vis-à-vis de la langue, comme on attend finalement d'un bon artisan qui fait des beaux meubles, qu'il fasse une belle chaise, une belle table. On dirait aujourd'hui une forme de performance ? Une forme... Alors, performance, oui. Moi, je parlerais plutôt de toucher de langue, comme Zidane a un certain toucher de ballon, ou Agassi, un toucher de raquette, ou un violoniste, un toucher d'archet extraordinaire. On parlera du toucher de langue, le toucher de plume, si je puis dire, de tel ou tel auteur. Voilà, ce sont des images comme celle-là. Alors, la performance, évidemment, aujourd'hui, est quelque chose qui se répand aussi de plus en plus et qui rapproche le poète du comédien. Parfois, enfin qui fait de lui un acteur sur scène, qui le rapproche aussi du plasticien, puisque nombre de ces performances sont associées maintenant à des vidéos ou à des installations, etc. Ça, c'est un aspect qui me reste assez étranger, pour une raison simple, c'est que l'idée que j'ai de la poésie, la vision sans doute assez classique qui est la mienne, y voit d'abord et avant tout un effort articulatoire, c'est-à-dire un effort pour faire jouer toutes les composantes du langage, son, sens, phrasé, premier plan, arrière-plan, comme on voudra, dans des logiques de composition et dans un travail de l'idée et du sens, oui, qui évidemment s'accommode assez mal de ces démarches qui sont, elles, beaucoup plus éphémères, beaucoup plus fondées sur l'impact du moment, sur une espèce de choc que le poète cherche à produire. Ça, c'est une autre famille, mais qui n'est pas celle à laquelle du tout j'appartiens ou celle dont je me sens proche. Voilà. Alors, je reviens rapidement avec vous, Jean-Michel Maupoy, à cette idée d'un devoir à chercher, puisque il est vrai qu'aujourd'hui, on peut, et c'est ce que vous suggérez dans votre livre, imaginer toutes sortes de tâches pour la poésie. Vous en évoquez quelques-uns, alors vous en évoquez quelques-unes. Il y a notamment cette idée que la poésie serait la parole de paysage et que le poète serait en quelque sorte le porteur d'un carnet de route. Oui, une tâche parmi beaucoup d'autres. Voilà. Que l'on peut accepter ou refuser, mais qui tient simplement au fait que nous sommes dans le monde et que nous sommes curieux, tous autant que nous sommes, je l'espère, du dehors, de ce qui nous entoure, et que même si nous sommes, par exemple, les citoyens d'un univers de plus en plus urbain, de plus en plus artificiel, même si nous restons des heures maintenant face à des écrans, que ce soit ceux d'ordinateur ou de télévision, peu importe, il n'empêche que nous avons quelque chose à voir avec la nature. Alors, sans vouloir transformer le poète en cueilleur de champignons ou en herboriste, je continue de penser comme que... Jacques Réda, aller au Mirabel. Voilà, aller au Mirabel, ça reste une chose intéressante et importante, ou aux champignons, ou n'importe. Bon, voilà. Mais la poésie, de toute façon, répond à ce mouvement que je suggérais tout à l'heure, dehors-dedans. Tout homme est fait d'une maison et d'une abeille. Il faut aller butiner, nous disions cela tout à l'heure. Voilà, alors, fleurs, champignons, Mirabel, comme on voudra, ou villes étrangères, ou pays lointains, allez voir là-bas. Voilà. Alors, vous, justement, Jean-Michel Maupoy, vous vous définissez comme un lyrique. Vous militez en quelque sorte dans le champ poétique pour ce que vous appelez un lyrisme critique. Et alors, il y a peut-être un rapport avec d'autres courants de la poésie qui pratiquent notamment, on vient de le dire à l'instant, le happening ou la performance. C'est dans la qualité vocative. La parole vocative de la poésie est exaltée en quelque sorte dans le lyrisme. Alors le lyrisme, c'est un néologisme relativement récent finalement. Oui, alors je me retrouve de fait un peu porteur de cette notion parce que je m'y suis intéressé
plus tôt que d'autres, ou je ne sais pas, ou parce que j'ai attiré l'attention sur ce néologisme oublié qu'on employait sans avoir pris la peine de le définir. Alors du coup, maintenant, il me colle un peu au basque, je dirais. C'est pourquoi je prends soin de lui associer notamment l'adjectif critique pour bien signifier qu'il ne s'agit pas d'un lyrisme de l'exaltation, de l'emportement ou de l'expression sentimentale, la béance baveuse du moi, pour prendre une des formules de Prigent. Bon, mais qu'il s'agit d'un lyrisme porteur de réflexivité et qui ne cesse d'avoir en considération les limites même de la possibilité de l'expression poétique, ses points de rupture, etc. Alors, c'est un mot, oui, c'est un néologisme qui a été créé, qui est apparu en tout cas à la fin du premier quart du XIXe siècle, alors que l'adjectif lyrique, lui, est beaucoup plus ancien, il date du XVIe siècle, et que la lyre, elle, est encore plus ancienne, puisqu'il existait un vieux verbe lyrer au XIIe ou XIIIe siècle en ancien français, et que la lyre vient évidemment de l'Antiquité. Mais ce néologisme de lyrisme, il vient en quelque sorte désigner l'extension, le moment où la poésie personnelle devient synonyme de la poésie tout court, et elle gagne en étendue, en quelque sorte. Et il est porteur d'emblée d'un sens partagé entre le positif et le négatif. J'ai pu observer en étudiant cette notion qu'on tombe dans le lyrisme, et dans ce cas-là c'est l'emphase, le pathos, et qu'on monte jusqu'au lyrisme, dans ce cas-là c'est le chant. Donc c'est assez curieux, une notion qui est ainsi divisée de l'intérieur entre un pôle positif et un pôle négatif. Et puis en même temps, l'autre point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est que lyrisme, nous dit Littré, caractère du style élevé, des inspirations solennelles. Exemple, le lyrisme de la Bible. Donc le lyrisme est lié à l'élévation, au sublime, si l'on veut, et pas du tout à la béance baveuse du moi ou à la simple expression des sentiments personnels du poète, comme on le dit parfois de façon un peu courte. Mais là, je pourrais développer. Oui. Jean-Michel Maupoy, je voulais plutôt que vous nous en donniez un exemple en lisant un de vos textes de cette version très très personnelle du lyrisme, un lyrisme très nuancé. Alors, si vous voulez... C'est votre dernier recueil. Dans le dernier recueil, Pas sur la neige, qui est paru l'an dernier au Mercure de France, il s'agit à la fois finalement de chanter, pour rester dans la tradition de cette vocalité dont vous parliez tout à l'heure, ou du poème comme chant, et puis en même temps d'examiner, de réfléchir. Alors voilà, une page presque au hasard. L'écriture est un léger malaise de la langue et de la lumière. Chaque fois que je reprends la plume, il neige dans la chambre comme à regret. Il n'est point de clavier pour la parole, point de touche blanche ou noire, fidèle et disponible. Il n'est rien que de la blancheur que l'on fait mine de recouvrir. Le temps est autrement compté. Il ne se dissipe pas dans l'espace comme la musique, mais fait sur le papier de sombres contorsions. Aucun accès à l'invisible ne s'ouvre pour longtemps. Les signes sur la page ne s'impriment que de s'espacer et de presque se fuir. Ils avancent sur ce qui s'efface à mesure qu'on le découvre. Des traces brouillées par le silence qui tombe sans discontinuer du ciel. La neige tourne la page. Lyrisme à la manière de Jean-Michel Maupoy. Façon de mettre, façon de conduire une rêverie et une réflexion en même temps, je crois. Merci Jean-Michel Maupoy. Je rappelle que vous êtes, si c'était encore nécessaire de le préciser, poète, et vous publiez aux éditions José Corti « Adieux au poème », le livre dont nous avons parlé au cours de cet entretien. Merci. Texte lu par Maël Genet, c'était Un devoir à chercher, premier volet de cette série intitulée Écrire la poésie, que nous retrouverons demain avec Michel Deguy.